Je vous prie d'excuser par avance le caractère par moments franco-français de mon exposé, puisque ma recherche porte sur une notion qui a une histoire un peu singulière, puisqu'elle est devenue un principe constitutionnel en France, et c'est notamment dans ce cadre-là qu'elle m'intéresse. S'il y a une ouverture locale, elle sera peut-être due à l'extraordinaire pouvoir de séduction que l'accent local peut générer sur moi. Et en 2 jours, j'ai le sentiment par moment que je suis déjà sous emprise. Plus sérieusement, la fraternité est au cœur de l'agenda politique en France, puisque une question prioritaire de constitution a été soumise au Conseil constitutionnel à propos de ce qu'on appelle le délit de solidarité en France, et ça va obliger le Conseil constitutionnel à se pencher de manière historique sur la dimension juridique de cette notion. Et voilà, je voulais simplement le dire en préambule. Si on devait essayer de répondre à la question « Pourquoi éduquer à la fraternité ?», je voudrais commencer comme cela. Bien, on pourrait tout d'abord répondre qu'il y a une nécessité intrinsèquement politique, dans la mesure où aucune société ne peut sans doute se maintenir sans cultiver un sentiment d'appartenance qui fait son unité et qui est sans cesse menacé par ce qu'on pourrait appeler les forces de dégradation, l'insociable sociabilité. Ce serait au moins une première raison. Il y en aurait une seconde, elle a été évoquée notamment par Abdeno Vidar tout à l'heure, qui serait plutôt liée aux circonstances, notamment en France, comme une sorte de réponse impérative aux exigences du moment. J'en citerai quelques-unes, évidemment, des attentats terroristes, un état d'urgence, un parti d'extrême droite présent au second tour des élections présidentielles, la paranoïa des théories du complot, les replis communautaires, la perte de légitimité des politiques, l'atomisation sociale des individualismes juxtaposés, le cynisme d'une culture de la violence et de la compétition qui est tranquillement installée sur une anthropologie obésienne dominante qui naturalise la violence. On pourrait également, si on s'attache plus principalement à l'école, aller voir dans les enquêtes de climat scolaire qui mettent en avant depuis plusieurs années que les principales tensions vécues par les élèves, je cite un article de Christophe Marcelier, qui est un inspecteur général de vie scolaire, que ces principales tensions vécues par les élèves trouvent leur ancrage dans le rapport à l'altérité, tout particulièrement dans la non-acceptation de la différence, et plus largement dans la construction identitaire et les valeurs qui la fondent. Donc faire appel à la notion de fraternité, ça permettrait, dans la droite ligne d'un des ouvrages d'Abdeno Vidar également, de retisser un peu les liens distendus du collectif, en renouant avec un principe, la notion de fraternité donc, qui est redécouverte, qui est redécouvert après avoir longtemps été laissé dans l'ombre des valeurs, même si c'est un principe constitutionnel. Et s'il fallait demander en quoi la pratique de la philosophie peut contribuer à cette culture de la fraternité, eh bien je crois qu'on pourrait dire qu'elle répond à la fois aux besoins de ces circonstances politiques et puis à un certain essoufflement dans l'école du rapport au savoir et aux valeurs. Et puis la pratique de la philosophie avec les enfants bénéficie de la rencontre assez récente de 3 éléments qui en favorisent le développement. La prise de conscience dans l'école, et je l'ai évoqué tout à l'heure, au lendemain des attentats de 2015, d'un déficit considérable d'expression et d'appartenance d'une bonne partie de la jeunesse française. Deuxième élément, la reconnaissance institutionnelle d'une pratique, notamment par la création d'une chaire UNESCO. Et puis, troisièmement, par l'apparition d'un nouveau programme d'enseignement moral et civique qui est favorable à cette pratique. Donc mon travail tente d'interroger du point de vue de la fraternité cette rencontre ou ce moment en posant la question suivante: en quoi la pratique de la philosophie avec les enfants peut, dans le cadre du programme d'enseignement moral et civique, contribuer à l'éducation à la fraternité? Mais d'abord, quand on envisage ce terme, il convient peut-être d'en préciser un petit peu le sens. Et je voudrais le faire notamment en considérant un peu la géométrie variable du sentiment d'appartenance à l'aune de 2 dimensions de la fraternité. Il y a d'abord une dimension éthique, morale, de la grande fraternité du genre humain, et qui renvoie à la notion d'humanisme, c'est-à-dire à l'idée que l'appartenance à cette famille d'êtres vivants suffit pour reconnaître une égale dignité à tout homme, à toute femme, quel que soit leur particularisme. Et la fraternité, dans ce contexte, renvoie notamment à la dimension affective de ce lien,
ainsi qu'aux expériences de l'altérité qui permettent de l'éprouver, et dont les occurrences philosophiques sont assez bien connues, assez bien identifiées. Par exemple, la compassion, la sympathie chez Adam Smith, la pitié chez Rousseau, la notion de respect de la dignité chez Kant, l'empathie pour les recherches les plus récentes, peut-être l'hospitalité chez Derrida, ou le tact, la douceur, je ne sais pas, il faudrait voir. Et puis à côté de cette dimension éthique et morale de la grande fraternité, eh bien, il y en a d'autres, des fraternités plus petites, plus ou moins ouvertes, plus ou moins fraternelles. C'est celles que j'appelle des fraternités communautaires, celles des groupes formés par ceux qui se reconnaissent comme frères, parce qu'ils partagent les mêmes principes, les mêmes idéaux, voire les mêmes combats, à partir de critères qui peuvent être ethniques, idéologiques, sociaux, voire professionnels, si on songe aux diverses confréries, y compris les frères de la côte, dans la piraterie. Et dans cette dimension plus collective et identitaire, qu'on pourrait appeler politique ou sociale, la fraternité se conjugue plutôt au pluriel. Et le champ d'étude de ces fraternités communautaires devient celui des logiques d'appartenance et de reconnaissance à l'intérieur d'un groupe. Qu'est-ce qui fait d'un tas un tout, demande le philosophe français Régis Debray. Comment comprendre la fonction dans toute fraternité d'une sorte d'invariant anthropologique qui attache et relie plus ou moins fortement les individus entre eux par des liens horizontaux à partir d'un point d'ancrage vertical, sacralisé. Que ce soit une religion, ça marche très bien. Un idéal, une idéologie, une histoire, un mythe, ou, même si ce n'est pas forcément le point d'ancrage le plus sacralisant, il est redoutablement efficace, à partir d'un ennemi commun. Ça marche très bien, ça aussi. Donc, quels sont les processus par lesquels les identités communautaires s'élaborent, cohabitent, s'imbriquent, s'affrontent? Comment expliquer en particulier qu'on trouve une sorte de logique fratricide par laquelle toute fraternité a tendance à fabriquer du nous contre du eux? Et comment ces fraternités plurielles ou communautaires peuvent cohabiter ou s'emboîter en poupées russes pour s'articuler entre elles? Ça, ce serait la question de la laïcité, finalement. Bref, comment trouver la bonne température du sentiment d'appartenance sans trop de dégâts entre la fièvre intégriste d'un côté et puis le zéro absolu de l'individualisme complètement atomisé. Et l'opération est d'autant plus délicate en France que la logique d'appartenance de la République, depuis la Révolution, est celle d'une fraternité sans Dieu, d'une fraternité laïque, une fraternité qui se présente de manière un peu paradoxale, au moins dans son idéal, comme un appel citoyen à l'humanisme. Alors, il y a des sacralités qui sont plus ou moins faciles à cultiver pour créer un sentiment d'appartenance. Celle-là n'est pas la plus facile. C'est ce que j'appelle le problème de l'amplitude. Plus une fraternité embrasse large, moins elle étreint fort. Donc l'école de la République, en France et sans doute ailleurs, a dès son origine pensé la nécessité d'une instruction, d'une éducation, d'un enseignement, les termes varient, pour tenter de développer des dispositions à agir qui produisent des comportements civiques. Alors elle s'est heurtée sans doute à la difficulté de passer d'un simple enseignement théorique à une véritable éducation, c'est-à-dire au développement effectif de dispositions pratiques. Je crois qu'on peut reconnaître que l'éducation à la citoyenneté n'a pas encore jusqu'ici véritablement réussi à faire naître une fraternité, pas même un civisme. Or, nos temps troublés, je l'évoquais tout à l'heure, réclament sans doute bien davantage. L'actualité tragique des attentats de 2015 semble avoir fait redécouvrir à la France la nécessité d'une fraternité républicaine autour de ses élèves, de ses valeurs, pardon, autour de ses valeurs. Et on sait, lapsus révélateur, tout de suite tourner vers l'école pour éduquer, rééduquer ses enfants en mal d'adhésion républicaine. Le problème, c'est que l'entreprise est très délicate, puisqu'il faut susciter de l'adhésion en évitant le conformisme de façade d'un catéchisme républicain descendant, vertical, comme une leçon, dont la plupart d'entre nous comprennent aujourd'hui qu'il est inefficace, voire contre-productif. On peut imposer une minute de silence, on peut sanctionner les élèves qui ne la respectent pas, sans doute.
mais on n'impose pas plus le respect du sacré que l'adhésion aux valeurs. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donc, je crois, penser dans l'école une éducation et une pédagogie de la fraternité. Mais la question est de savoir en quoi elle peut bien consister. Si elle ne peut pas être seulement théorique, quelles sont les pratiques qui permettent de susciter, puis de cultiver le sentiment d'appartenance aux valeurs communes, de la démocratie et de la République? Comment on peut rendre sensible et favoriser un lien qui n'est d'abord qu'une abstraction juridique, la citoyenneté? Comment on peut susciter du sentiment là où il n'y a d'abord que du droit? Et comment on peut penser des techniques éducatives d'adhésion qui soient au service d'une culture de la fraternité sans pour autant asservir à une idéologie? Donc, voilà l'enjeu, je crois, d'une éducation ou d'un enseignement moral et civique dont je voudrais interroger quelques conditions de possibilité. La finalité affichée du programme d'enseignement moral et civique en France, qui a été mis en service depuis 2015, est, je cite, de transmettre et faire partager les valeurs de la République. Michel Tozzi appelle ça une propimposition. Propimposition. C'est pas une proposition, c'est pas une imposition, c'est entre les deux. Et évidemment, ça rappelle qu'on ne décrète pas un sentiment d'appartenance. Au mieux, on peut le sécréter, c'est-à-dire en développer les conditions d'émergence. Et si faire partager les valeurs, ça signifie susciter une adhésion, puis développer un sentiment d'appartenance, alors je crois qu'il faut dire qu'une telle entreprise n'est possible que par une prise de risque. Un pari sur la valeur des valeurs. Il faut accepter d'en interroger régulièrement les fondements pour les réassurer. Il faut rendre possible un cheminement intérieur d'adhésion par l'expérience même de ces valeurs, si on veut effectivement les transmettre et les faire partager. Le rapport sur l'enseignement laïque de la morale de 2013 en France, qui a présidé au lancement du programme final, rappelait que le pari pédagogique d'une véritable éducation citoyenne ne pourra être gagné qu'à condition de prendre en charge la triple dimension des valeurs. Une dimension intellectuelle, une dimension psycho-affective, et puis une dimension conative qui conduit à l'action. Il faut donc, si on suit cette idée, développer des dispositifs éducatifs qui permettent d'interroger, d'éprouver et de faire vivre en acte ces valeurs. Pas d'injonction catéchétique de cours de morale républicaine, ça ne marche pas, et plutôt insister effectivement sur la nécessité d'inaugurer un nouveau paradigme anthropologique et moral. C'est ça le pari du nouveau programme d'enseignement moral et civique. Et ce nouveau paradigme, c'est d'insister sur l'importance de la vie affective, découverte en France. Et ça prend la forme très concrète dans le programme d'enseignement moral et civique d'un appel à une culture de la sensibilité et d'un appel à une culture également de l'engagement. Autant d'éléments qui, selon moi, signalent le retour des affects dans le champ social et politique et qui semblent sonner l'heure d'une culture de la fraternité en prenant au passage à rebours un reproche qu'on lui a très souvent adressé, c'est qu'elle était trop sentimentale, trop affective cette notion, pas assez effective. On voudrait prendre cette idée à l'envers. Donc le programme d'enseignement moral et civique, il accorde à l'heure actuelle une place importante à la connaissance et à l'expression des émotions, mais sur la fraternité, il est encore un peu timide. Donc je crois qu'il faut compléter ce travail sur les compétences émotionnelles et sociales par une éducation plus approfondie de l'altérité pour conduire les élèves à un apprentissage de la vie sociale qui puisse leur permettre d'interroger, en théorie comme en pratique d'ailleurs, la dimension collective de leurs différentes appartenances. La classe, l'établissement, la famille, les cultures sociales, religieuses, ethniques, la République, l'humanité, si on veut embrasser large. Autant d'appartenance que la notion de fraternité, je crois, dans ses différents sens, intègre et questionne. Donc,
l'idée est évidemment pour moi de m'intéresser plus particulièrement à la discussion à visée philosophique telle qu'elle est préconisée par le programme d'enseignement moral et civique, pour montrer que c'est un dispositif qui remplit effectivement la triple commande qu'on évoquait tout à l'heure. Elle permet, à l'égard des valeurs de la République, et notamment de la fraternité, de les comprendre, de les éprouver, et puis de les vivre en acte. La discussion à visée philosophique, elle a une évidente dimension intellectuelle, puisqu'elle permet, à propos des valeurs en général, eh bien, elle offre plutôt un champ de questionnement, de problématisation, de conceptualisation, que l'approche historique, qui est souvent dominante dans l'enseignement moral et civique, eh bien, ne suffit pas, je crois, à éclairer, et que l'approche spécifique de la philosophie permet d'explorer sans attendre en France la classe de terminale. Et puis la discussion à visée philosophique a une dimension psycho-affective et conative parce qu'elle permet d'éprouver et de vivre les valeurs. Je passe rapidement sur les modalités même de ce dispositif qui, en tant que discussion en commun et régulée, par son cadre sécure, centré sur l'écoute, sur l'échange, eh bien, constitue une pratique fraternelle de la raison. La structure de la discussion à visée philosophique, par le cadre donc des contraintes intellectuelles qu'elle impose, peut être le terreau, je cite le travail de John Hawken, de sentiments éthiques. Le respect, la tolérance, l'empathie, la conscience de la collectivité, la conscience de l'utilité d'une action solidaire, voire ce qu'elle appelle l'émergence d'un sentiment de solidarité, dont je crois que ça n'est rien d'autre que la fraternité, mais je ne rentre pas dans la distinction conceptuelle. Je voudrais juste ajouter, avant de conclure, qu'on peut observer ces marqueurs de fraternité dans le cadre des ateliers philo, et c'est l'objectif d'un des pans de ma recherche. On peut aussi considérer qu'au-delà du dispositif, qui dans sa forme a une dimension fraternelle, on peut contribuer à une éducation à la fraternité en interrogeant la notion elle-même dans le contenu même des ateliers. Et une partie de mon travail consiste à expérimenter, dans le cadre du projet Philo-Jeunes, un dossier pédagogique sur la fraternité qui a été réalisé avec sa pilote Stéphanie Miro, et dans lequel on invite les enseignants à travailler sur la notion, sur ces distinctions conceptuelles, à partir de supports qu'on a sélectionnés, que ce soit la littérature de jeunesse, des films ou des affiches. Je voudrais simplement conclure en disant que mon travail tente de montrer que la pratique de la discussion à visée philosophique est un dispositif, je crois, démocratique de prévention des violences, et à la fois un culte vivant des valeurs de la République qui permet d'empuissantiser la notion de fraternité. Et je voudrais juste prendre une minute pour conclure sur cette notion d'empuissantisation que j'emprunte à Frédéric Lordon. Pour dire qu'un enseignement moral et civique a très peu de chances de produire les effets attendus sur les conduites s'il ne s'attache pas à produire des affects à partir des idées et des valeurs qu'il veut promouvoir. Et la pratique de la philosophie avec les enfants, elle participe d'une démocratisation des affects de fraternité et de rationalité. Car la rationalité, ça nous intéresse beaucoup ici, mais au dehors, je ne sais pas. Et l'idée, c'est que le développement de cette pratique, eh bien, ça permet de développer, dit Lordon, des enclaves particulières, des univers spéciaux, dont les participants se renforcent par entre-affection dans l'adhésion à la valeur de rationalité. Il s'agirait, je crois, pour finir, de tirer les leçons dans le champ éducatif d'une anthropologie qui tienne davantage compte des affects. On jouerait Spinoza contre Hobbes pour aller très très vite. Et on dirait que si les idées n'ont d'effet qu'à la mesure de leur pouvoir de nous affecter, il serait légitime qu'une éducation politique puisse opposer de puissantes expériences collectives et affectives aux fraternités des pessimismes, si on veut les appeler comme ça. J'entends par là les embrigadements, des théories du complot, des replis identitaires, du populisme. Et s'il est vain de combattre les opinions par des idées désaffectées, alors il est au contraire nécessaire d'empuissantiser des idées pour opérer un retour en force d'un certain nombre de bons sentiments, c'est comme ça qu'on les appelle péjorativement souvent, trop souvent, opérer ce retour en force dans le champ conflictuel des axiologies, quoi, pour lutter contre une anthropologie obésienne, des passions tristes, qui naturalise, je le disais tout à l'heure, la violence, et qui produit à l'heure actuelle des effets sociaux, politiques et écologiques désastreux. Et la pratique de la philosophie, modestement, car ce n'est pas un joker miraculeux non plus, eh bien, elle pourrait prendre cette petite part dans la volonté de développer des communautés empathiques qui, grâce au plaisir de penser en commun, eh bien, ne s'interdisent pas de croire que la bienveillance, la coopération ou la fraternité
peuvent conduire peut-être l'humanité vers moins de cynisme et de souffrance.